Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout le parcours qui permet de transformer une simple idée, peut-être griffonnée sur un coin de table, en une véritable organisation qui change la donne. De la petite étincelle de départ jusqu'à la preuve de son impact réel, on va explorer chaque étape clé de ce voyage passionnant. La question de départ, elle a l'air toute simple. Comment est-ce qu'on passe d'un petit «et si on faisait ça» à un projet vraiment solide, qui répond à un vrai problème? Eh bien, la réponse, c'est qu'il y a un processus, une méthode structurée. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Alors voilà notre plan de vol pour aujourd'hui. D'abord, on va voir l'importance d'écouter le marché. C'est la base de tout. Ensuite, comment on transforme cette écoute en un plan d'affaires qui tient la route. Puis, on verra pourquoi l'innovation, c'est vital pour durer. Et pour finir, comment on sait si tout ça, ça a un impact réel. Allez, on commence tout de suite par la première étape. On plonge dans la première étape qui est sans doute la plus fondamentale et bizarrement celle qu'on oublie le plus souvent, écouter le marché. Avant même de commencer à dessiner un produit ou un service, le succès, il commence par une chose, comprendre ce qui se passe dehors. Et ça porte un nom, la démarche marketing. Alors, oubliez tout de suite l'image du vendeur un peu lourd. Là, l'idée, c'est plutôt d'être une sorte de détective. On essaye de déceler les besoins, les frustrations et même parfois les désirs que les gens n'arrivent pas encore à formuler eux-mêmes, pour ensuite leur proposer la solution qui tombe sous le sens. Et attention, ça ne sort pas d'un chapeau. Cette démarche, elle s'appuie sur une collecte d'informations très sérieuse. C'est ce qu'on appelle la veille commerciale. C'est un peu comme avoir des radars allumés 24 heures sur 24 sur ce que font les concurrents, sur les nouvelles tendances, sur les habitudes des consommateurs. Et pour ça, on analyse souvent des quantités énormes de données, le fameux big data, pour y trouver des indices. Maintenant, regardons ce tableau. Il résume super bien les différentes stratégies. On peut être réactif, on répond à un besoin simple et direct, comme faire un yaourt nature. On peut être anticipatif, c'est-à-dire qu'on devine ce dont les gens auront besoin demain, comme l'a fait le smartphone. Encore plus audacieux, on peut être proactif et créer un besoin qui n'existait même pas, c'est le cas de la montre connectée. Et enfin, on peut être médiateur, et là on invite carrément le client à créer son propre produit. Chaque approche est différente. Ok, une fois qu'on a bien écouté, il est temps de passer à la construction. On aborde donc la deuxième section, la conception du plan d'affaires ou business model. Si l'idée, c'était la graine, eh bien le business model, c'est le plan de l'architecte qui va dire comment la plante va pouvoir grandir et s'épanouir. Le modèle économique ou business model, c'est tout simplement le plan qui décrit noir sur blanc comment l'organisation va tourner, comment elle va créer de la valeur pour ses clients et bien sûr, comment elle va gagner de l'argent. C'est le moment où l'idée se transforme en une machine qui peut vraiment fonctionner. Pour ne pas s'éparpiller, un bon modèle économique doit répondre à 3 questions essentielles qu'on voit juste ici. D'abord, la question du quoi. Ça, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on offre exactement et à qui? Ensuite, il y a le comment. Là, c'est toute l'organisation. Comment on s'y prend pour produire et distribuer cette offre? Et enfin, la question cruciale du combien. C'est le modèle de revenu. Comment on fait en sorte que l'argent qui rentre soit plus important que l'argent qui sort? Avoir un plan, c'est bien, mais un plan qui évolue, c'est encore mieux. Et c'est justement le sujet de notre 3e section, l'innovation. C'est elle, le moteur, le carburant qui empêche un bon business model de prendre la poussière et de devenir obsolète. Alors l'innovation, ça peut prendre 2 grandes formes. D'un côté, il y a l'innovation de produit. Là, c'est simple, on améliore ce que l'on vend, mais on peut aussi innover sur le procédé. Et là, c'est comment on fabrique ou on distribue qui change. Les deux sont super importants. L'un sans l'autre, c'est comme avoir une Formule 1 magnifique, le produit, mais pas de circuit pour rouler dessus, le procédé. Et quand on parle d'innovation aujourd'hui, impossible de passer à côté de la révolution numérique. Elle n'a pas seulement amélioré les anciens modèles, elle a carrément dynamité les règles du jeu. Ça a permis de voir apparaître des logiques économiques complètement nouvelles. Allez, on va jeter un œil aux plus importantes. D'abord, le modèle de la plateforme. Son job, c'est de mettre en relation des gens qui ont besoin les uns des autres, par exemple des acheteurs et des vendeurs. La valeur, elle vient de cette mise en relation et la plateforme, elle se paie en prenant une petite commission au passage. Pensez à Uber, Airbnb ou Vinted, c'est exactement ça. Ensuite, on a le modèle low cost. Là, c'est une obsession, dominer le marché en ayant les coûts les plus bas possibles. On propose une offre de base, très simple, à un prix imbattable. Tout le reste, c'est en option et c'est payant. C'est la stratégie d'EasyJet ou de Dacia. Le vrai défi, c'est de réussir à être super économe sans jamais sacrifier la qualité essentielle ou la sécurité. Le freemium, ça aussi, c'est un modèle très à la mode, surtout dans le numérique. C'est la contraction de free, gratuit, et premium.
L'idée, c'est d'offrir un service de base gratuit pour attirer un maximum de monde, puis de convaincre une petite partie de ses utilisateurs de payer pour avoir une version améliorée, sans pub ou avec plus de fonctions. Spotify, c'est l'exemple parfait. Et enfin, il y a le modèle totalement gratuit. Là, l'utilisateur ne paye rien du tout. Le secret, c'est qu'en fait, les coûts sont payés par quelqu'un d'autre, souvent des annonceurs qui veulent avoir accès à cette grande audience. C'est le modèle de Google ou de YouTube. On connaît bien le dicton « si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est nous ». Bon, on a une idée, on a un plan, on a un moteur pour innover. Mais la grande question, c'est est-ce que ça marche vraiment? C'est là qu'on arrive à notre dernière section, mesurer la création de valeur. Parce que, comme on dit, ce qui n'est pas mesuré n'est pas géré. Et là, il y a un point super important. Le mot valeur ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Pour une entreprise classique, on va chercher à créer de la valeur financière, des profits, de la rentabilité. Mais pour une association ou un hôpital public, l'objectif est complètement différent. On va chercher à créer de la valeur sociale, améliorer le bien-être des gens, protéger l'environnement. Ce sont deux logiques et donc deux façons de mesurer le succès. Pour la valeur financière, un indicateur super important, c'est la valeur ajoutée. C'est vraiment la mesure la plus pure de la richesse qui a été créée. Imaginez un boulanger. Il achète de la farine, de l'eau. En les transformant en pain, il a créé de la valeur. Eh bien, la valeur ajoutée, c'est le prix de son pain moins le prix de ses ingrédients. C'est ça, sa vraie contribution à l'économie. L'autre indicateur star, bien sûr, c'est le résultat net. C'est la fameuse bottom line, la dernière ligne du bilan. Une fois qu'on a tout payé, les fournisseurs, les salaires, les impôts, absolument tout, c'est ce qui reste vraiment dans la caisse. C'est l'indicateur ultime pour savoir si une entreprise est rentable. Et pour la valeur sociale alors? C'est évidemment un peu plus délicat à chiffrer, mais c'est loin d'être impossible à mesurer. On va juste utiliser d'autres types d'indicateurs. Par exemple, pour voir si on a un impact positif sur les gens, on va faire des enquêtes de satisfaction. Pour savoir si ça se passe bien en interne, on va regarder le taux de rotation du personnel. Et pour l'impact sur la mission, on va prendre des mesures très concrètes, comme le nombre de tonnes de déchets recyclés pour une asso écolo. Et tout ça, ça nous amène à une idée vraiment fondamentale, qui est parfaitement résumée par cette phrase. Un modèle économique, ce n'est pas un truc qu'on grave dans le marbre une bonne fois pour toutes. C'est un organisme vivant qui doit s'adapter, évoluer constamment, pour accompagner le développement de l'organisation. Voilà, on a fait le tour du cheminement, de l'écoute du marché jusqu'à la mesure de l'impact. La question qui se pose maintenant, elle est assez simple finalement. Avec ces outils en main, quelle valeur, qu'elle soit financière ou sociale, est-ce qu'on peut imaginer créer demain? Et voilà pour ce décryptage. Si ce format simple et clair, avec des schémas, des tableaux, a été utile, eh bien, il ne faut pas hésiter à aller explorer d'autres sujets sur les pages YouTube et TikTok de @lprofesseurdstmg. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.